Salut, After CAN, votre rendez-vous foot est de retour. On connaît enfin le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. D'un côté, il y aura Sénégal-Tunisie sur des aires de retrouvailles et de l'autre, Algérie-Nigeria, un choc, je pense, qui va tenir en haleine tout le continent. Ce sera les deux affiches des demi-finales de cette compétition parce que d'un côté, l'Algérie s'est qualifiée au bout du suspense et des tirs au but face à la Côte d'Ivoire et de l'autre, la Tunisie a maîtrisé son match quasiment de bout en bout. On verra ce qui a été, ce qui n'a pas été face à Madagascar. Victoire sans appel 3-0. Bienvenue dans After CAN, l'occasion de vous rappeler qu'on est en direct live également sur Facebook et sur le site www.sadafrique.com. N'hésitez pas à envoyer vos questions comme tous les soirs, on y répondra en plateau. Si elles sont pertinentes, si elles ne sont pas pertinentes, on va s'arranger quand même. Le plateau du soir, il est copieux. Elton Mokolo, bonsoir Elton. Bonsoir à tous. Notre invité du soir, Abdoulaye Diabaté. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à tous. Ravi de vous avoir parmi nous. Plaisir de partager. Farouk Abdou, content forcément du carnet opposé au foot. Très content. Bonsoir Mansour, bonsoir. Enfin le sourire. Enfin le sourire. Comme quoi, il ne fallait pas virer Giresse. Non, et puis la Tunisie entre enfin dans sa compétition. C'est un peu incongru de le dire, mais ça y est. C'était le cas de jamais. Et Alioune Dia, notre consultant. Bonsoir Alioune. Bonsoir à tous. Alioune aussi qui avait le sourire hier, mais bon, pour d'autres raisons. Alors, voilà, exactement. Alors voilà, messieurs, on va commencer d'abord forcément par le premier match, je pense, qui était peut-être l'affiche la plus équilibrée et la plus attendue. C'était ce fameux choc entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. D'un côté, une Côte d'Ivoire, on ne savait pas trop sur quel pied danser, une Côte d'Ivoire un petit peu décevante, un petit peu intermittente, qui s'est qualifiée sur un quart de finale. De l'autre côté, l'Algérie, pas de but encaissé, meilleure attaque. On attendait beaucoup de cette confrontation. Est-ce qu'on peut dire, Elton, qu'on a assisté au match peut-être le plus intense de cette CAN pour l'instant? Exactement, et c'est un peu surprenant pour moi parce que quand tu vois les dynamiques des deux équipes, c'est limite arrive avant ce match, c'est David contre Goliath, à savoir que l'Algérie arrive pleine de confiance alors que la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'ils arrivent avec beaucoup de certitude. Et force est de constater que la Côte d'Ivoire sur ce match a fait valoir son statut de champion d'Afrique 2015, à savoir qu'ils ont réussi à réduire le gap qui séparait les deux équipes. On a vu une Algérie qu'on n'avait pas vue sur les précédents matchs, à savoir que dès que tu arrives à lui mettre un but, dès que tu arrives à la faire douter, il y a des joueurs qui ne répondent pas forcément à cette pression. Ils s'en sortent très très bien avec cette qualification en demi-finale. Mais attention, la Côte d'Ivoire a quand même montré des indications pour le futur adversaire. Justement, est-ce que du coup on peut parler de victoire méritée pour l'Algérie? Est-ce que c'est logique quand on voit le contenu? Assez équilibré sur l'ensemble. Ouais. Par rapport à ce qu'on avait dit lors de la dernière émission sur le fait que la Côte d'Ivoire était poussive contre le Mali, on se demandait comment elle allait jouer, quelles seraient ses intentions. Et là, on a vu aussi que ce qui comptait, c'est aussi les intentions de l'adversaire. Et on a été surpris de voir que l'Algérie, finalement, se méfiait beaucoup de Gradel, se méfiait beaucoup de Zaha, ne voulait pas les laisser en 1 contre 1. On a eu l'impression que le milieu se méfiait avant même qu'ils puissent construire, pensait à dédoubler pour défendre. Ça a permis à la Côte d'Ivoire de jouer beaucoup plus haut que contre le Mali, d'être beaucoup plus menaçant. Et c'est ce qui a fait que le débat soit plus équilibré dans l'ensemble. Et l'Algérie a aussi manqué de réalisme et aurait pu tuer le match bien avant. Alors, on a vu vraiment une opposition de blocs l'un contre l'autre, Abdoulaye. Un 4-3-3 côté algérien classique, un 4-2-3-1 côté ivoirien. C'était attendu, non, cette stratégie? Oui, normalement c'était attendu parce que déjà le visage que la Côte d'Ivoire a exprimé par l'entame des matchs de poule et jusqu'au match contre le Mali, on n'a pas été vraiment une bonne équipe avec un beau visage. Mais déjà à la conférence de presse, je pense que le coach Camara avait déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il allait trouver une solution pour opposer vraiment une dragée haute à l'équipe algérienne. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et nous en sommes très fiers d'ailleurs. Parce que si on sortait avec le même visage, ça allait être une catastrophe pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. En plus, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu en début de match la Côte d'Ivoire faire sans doute sa meilleure entrée de match dans la compétition. Totalement. Ils ont fait un match où ils ont déjà mis des intentions qui étaient totalement louables par rapport au match précédent qu'ils ont pu faire, que ce soit contre le Mali ou également contre la phase de poule. On a vraiment vu que là, ce quart de finale, ils rentraient vraiment dans leur compétition, dans laquelle il y avait des intentions, il y avait de l'intensité également. Et surtout, ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, que ce soit Kodja ou Zaha. Zaha, je le trouve un petit peu trop perso. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous l'avez vu également sur ce match-là, où de temps en temps, il garde un petit peu trop le ballon. Et c'est dommage. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce qu'au vu des occasions et au vu de la physionomie, ils auraient pu avoir un résultat qui serait plus méritant
par rapport à une victoire. Ce sont des temps forts qui prennent tout leur sens dans une phase éliminatoire, à savoir que quand il y a deux équipes qui sont d'un niveau égal, à un moment donné, il faut optimiser ton temps fort et marquer rapidement. Ouais. Là, on voit une Côte d'Ivoire sur les 15 premières minutes. Clairement, la Côte d'Ivoire fait cavalier seule parce qu'elle se procure beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivent pas à marquer. Et tout de suite arrive le but de Fegoulis qui te fait dire, les gars, tout ça pour ça. Et donc ça te plonge dans le doute. On peut toutefois noter la bonne réaction de la Côte d'Ivoire qui n'a pas déjoué après. Et ça, par rapport à ce qu'ils avaient montré sur les premiers matchs, on aurait pu penser qu'à côté de ça, il y a eu cette réaction qui est salutaire. C'est vrai, Oui, mais déjà, à l'entame du jeu, les intentions de la Côte d'Ivoire étaient déjà exprimées par ce que nous avons montré comme jeu au niveau des 15 premières minutes. Mais ce qui m'a moins un peu satisfait, notamment dans le jeu, c'est que les Ivoiriens l'ont joué solide, compact, et le coach algérien l'avait même aussi annoncé lors de la conférence de presse qu'il savait que c'est une équipe, lorsqu'elle allait trouver le déclic, ça allait pas être facile de défaire la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons vu pour ce match-là, et je pense que ça a été l'un des meilleurs matchs de la CAN. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a vu une équipe d'Algérie assez dominatrice face à ses adversaires, même face au Sénégal. Pour la première fois, on a sans doute vu l'Algérie vraiment mise en difficulté, à la fois dans l'impact et dans la possession du ballon. Oui, l'intégration de Sangaré a permis à la Côte d'Ivoire de jouer un peu plus haut et de faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire faire arriver la balle aux trois solistes, entre guillemets. Bon, Gradel est celui qui joue un peu mieux avec les deux autres, mais déjà la vidéo qu'avait enregistrée Gradel la veille où il disait la CAN, c'est pas du talent, c'est du combat, c'est la guerre, donnait déjà une idée des intentions qu'ils allaient donner. Et forcément, l'Algérie s'est trouvée vraiment déstabilisée. Et c'est ça qui a fait que les débats ont été équilibrés. Aline, je voyais aussi de la tête. Bon, après, moi, sur le match de l'Algérie, sur les différents matchs de l'Algérie, on a une lecture qui est assez simple. Ils ont dominé la plupart de leurs adversaires. Après, c'était sûr qu'on attendait également voir si l'Algérie allait être menée en premier. Moi, je m'attendais à voir l'Algérie menée en premier et voir la réaction. Parce que même si aujourd'hui, ils ont mis un but, ils ont pris leur premier but, il y a également des images, pour moi, qui sont synonymes d'une faiblesse également qu'ils ont pu nous montrer. Quand on voit, ok, d'accord, Bounedjah rate un penalty, est-ce qu'on peut rater un penalty? Sadio Mané en a raté 2 dans la compétition. Il faut passer à autre chose. On voit pendant tout le match se morfondre sur ce penalty-là, mais également, même quand il gagne le match, quand la séance de tir au but, les larmes de toute l'équipe, d'Atal, de Belmadi, je trouve que ça montre une faiblesse. Et ils nous ont montré que leur nerf n'était pas si solide que ça. En fait, ce n'est pas nécessairement un problème si jamais c'est sur le banc. Bounedjah, après avoir raté le pénalty, fait 20 minutes correctes et puis donne 2 balles de but à Mahrez et à Belaïli. Mais si ça se prolonge, et il a même une occasion. On va voir ces stats à Bounedjah, c'est pas si mal, c'est 36 ballons joués. 4 tirs, 2 cadrés. Bon, forcément, les pénaltys sur la barre, ils ne comptent pas comme tir cadré. Et 2 passes clés. On va dire qu'avant ce raté-là, il fait plutôt un bon match qu'on lui connaît. Il presse, il fait ce qu'il faut. Et après, par contre, après ce pénalty, il sort du match. Oui, mais justement, sortir du match, moi, je ne pense pas. Le pénalty, c'est un fait de jeu. Donc, ce n'est pas une véritable action. Il rate le pénalty, comme il a dit. Mané en a raté. Les joueurs, il en rate tous les jours. Mais déjà, ce que j'ai un peu déploré, c'est que c'est son mental qui a pris un coup. Et le faire sortir, sur le banc, on l'a toujours vu en train de se lamenter et en train de s'en vouloir de louper le pénalty. Heureusement, je dis fort heureusement pour lui, c'est passé, voilà. Du coup, on va prendre la direction d'Abidjan. Il y avait Mel Berchel qui a suivi le match avec des supporters. Vous allez voir, comme d'habitude, il y a beaucoup d'ambiance. On écoute la réaction, après on revient en plateau pour débriefer sur tout ça. Franchement dit, bon, la victoire n'était pas encore, c'était pas pour nous, mais à la foi de Dieu, on sait que l'année prochaine, on va se battre un peu pour parler devant. Si c'était un coup du jeu, il peut dire qu'il allait me décourager, mais tir au but là, c'est une question de chance, il n'y a rien. Il n'y a rien. On les félicite seulement. Dans l'ensemble, ils ont fait une bonne CAN. Je pense que c'est leur meilleur match aujourd'hui. Mais au tir au but, vous savez que c'est la chance. Donc on ne peut pas dire que les éléphants ont mal joué. Dieu a décidé ainsi, on va prendre la victoire comme ça. Mais je pense que c'est une bonne équipe qui a de l'avenir. Alors voilà, ils parlent tous du mot chance. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les tirs au but, c'est forcément que de la chance? Non, pour rien au monde, on ne peut pas parler de chance. C'est un exercice technique. Il y a 2 choses qui m'ont marqué, je pense que si vous l'avez entendu. Déjà, au moment du tirage au sort, lorsque Raïs Mboli il gagne, il se retourne et il demande est-ce qu'on tire en premier ou pas? Alors que normalement, tout le monde sait qu'il faut tirer en premier. Statistiquement parlant, il y a plus de chances. Il y a plein de théories. D'ailleurs, vous aviez reçu Pierre Rondeau qui avait écrit un livre sur ça.
Il y a beaucoup de théories là-dessus. Effectivement, quand tu tires en premier, tu exerces beaucoup plus de pression parce que tu es dans une logique de j'ai marqué, qu'est-ce que tu vas faire après? Et donc forcément, ça va impacter l'adversaire. Alors que tu pourrais très bien aussi penser que si l'autre il rate, moi j'ai toujours une chance. Donc il y a plusieurs théories, mais c'est difficile de trancher. D'accord, c'est un exercice technique. C'est un exercice technique, mais un facteur chance également. D'accord. C'est que de la chance. Ce n'est pas que de la chance, Bien c'est sûr. sûr, parce que ça apprend à tirer on apprend à tirer un penalty. Quand on voit Seredi qui fait sa course et on a l'impression qu'il va tirer du gauche et au final il tire du droit, je ne sais pas ce qu'il comptait faire. Là, c'est sûr, là, c'est pas de la chance, là, c'est un manque de réussite et c'est un exercice technique qui n'est pas accompli. Mais ça reste quand même, il y a un facteur chance, c'est-à-dire que, par exemple, quand on tire sur le poteau, c'est bien tiré, par exemple. Moi, je prends l'exemple du penalty de Ziyech, qui a fait beaucoup de mal au Maroc. C'est un penalty qui est bien tiré. Mais il va sur le poteau. Il prend contre-pied le gardien, mais il va pas au but. Après, c'est un facteur chance, c'est-à-dire qu'avec la chance, le but, il peut rentrer. Ou par exemple, Bobo, qui a même pas à 2 cm de prendre le ballon, c'est également un penalty qui est bien tiré. Ou par exemple, des penaltys très mal tirés. Quand le penalty qui est tiré comme celui de Boni ou de Seredi, c'est des penaltys mais vraiment très mal tirés. Celui de Belaïli qui tire sur le poteau, pour moi c'est plus le facteur chance, c'est pas le. Prise de risque. C'est une prise de risque, oui. oui. Vraiment décalé au max pour C'est pas pas que la gardien il lâche. Voilà, On peut moi, l'interpréter. je vois très comme mal. une prise de risque. Je vais pas dire que c'est un manque. Moi, je vois ce que veut dire Alioune dans le sens où le penalty, ça reste un exercice technique, mais il y a la dimension psychologique qui prend davantage d'importance. Je veux dire par là, on est sur une notion de marche ou crève. Soit tu marques pas. Et donc forcément, ça peut impacter ta technique. Oui. On parle d'un exercice aussi de probabilité parce qu'on parle 50-50. Donc là, ouais, tu n'arrives pas à marquer, tu te rates. J'aime bien 50-50, mais prenons par exemple le penalty fatal à la Côte d'Ivoire, celui de Seredi. Seredi, il est droitier. D'accord. C'est la question que je me suis posée quand il a tiré penalty. Il prend en 2017. Il a eu la même attitude lorsqu'il tirait le pénalty face au Ghana. Il est droitier, il prend une course d'élan de gaucher, il prend une course d'élan de gaucher et il revient tirer sur son pied droit. C'est pas se mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Bon, c'est un exercice qui répète à la société, je veux dire, c'est sa manière de le faire. Si ça n'a pas marché, je ne sais pas marcher, mais c'est un gros risque. C'est comme des personnes qui font des panenkas pour des pénaltys où on n'entend pas. Ou Penaud de Gradel, où il ne prend pas du tout d'élan. Il est super bien exécuté. Donc ouais, la prise de risque entre en compte. On va revenir un petit peu sur ce match et notamment ce retour des vestiaires qui aurait pu être fatal à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on est 30 secondes après le retour des vestiaires et on se fait prendre de la sorte? Ah non, c'est impossible. C'est inconcevable. Déjà, en termes de la concentration, mais également de se faire prendre par derrière, au bout de même pas 2 minutes de jeu. Moi, par exemple, j'étais chez moi à regarder le match. J'étais au téléphone en même temps. J'ai pas cru au penalty. J'ai dit, mais c'est une blague. Ils viennent juste de rentrer sur le terrain. Comment tu peux manquer autant d'attention sur un match si important dans lequel ils avaient tout fait d'une manière où ils avaient tout réalisé. Ils avaient pris un but, mais ils avaient tout réalisé d'une très bonne manière. Et c'est quand même le tournant du match. Ouais. S'il le met le penalty Bounedjah, bah c'est fini. Hein. Exactement. Je pense que le contexte définit les choses. Je veux dire par là que quand tu rentres à la pause, il y a des réajustements tactiques à faire et c'est comme à l'école, tu as le retour au temps calme, comme à l'école. C'est-à-dire que l'entraîneur, il va tranquilliser les troupes, il va leur dire qu'il y a un plan de marche sur la deuxième mi-temps. Donc on peut penser que l'équipe, quand elle rentre sur le terrain en deuxième mi-temps, elle est suffisamment au fait de ce qui va se passer sur la deuxième mi-temps. Et là, tu vois, 30 secondes plus tard, ils arrivent à se faire prendre dans la profondeur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Surtout que ces sautes de concentration, la Côte d'Ivoire l'utilise pour surprendre les adversaires. Ils ont marqué contre le Mali sur un 6 mètres. Ils ont failli marquer en première mi-temps contre l'Algérie sur un coup franc joué vite alors que personne n'était placé. Donc si offensivement, eux, ils arrivent à capitaliser sur ça, c'est surprenant de le voir défensivement. Oui, mais je pense que ça dénote aussi des matchs de poule qu'on a vu, le manque de concentration défensive de notre charnière et c'est de là que tout vient. Bon, la sortie de Go, moi je pense qu'il a terminé un beau match comme ça en anticipant, mais malheureusement c'était le contact avec le joueur. Alors justement, est-ce que du coup, en phase de poule, on avait beaucoup, on va dire, critiqué le jeu offensif de la Côte d'Ivoire, le manque de lien entre les attaquants et les milieux. Là, on voit que c'est plutôt la défense qui a été fébrile. Comment est-ce qu'on peut juger la prestation collective de cette équipe de Côte d'Ivoire du coup? Le milieu a su sortir son épingle du jeu parce que je me rappelle sur certains matchs, on avait débriefé après le match du Maroc et dans lequel on était en train de parler du milieu série, je crois que c'était Seredi, où c'était vraiment un no man's land au final où il n'y avait absolument rien du tout, il n'y avait aucun lien entre l'attaque et le milieu. Aujourd'hui, il n'a plus joué. Hein. Ouais, il n'a plus joué et c'est la logique. Mais aujourd'hui, je trouve que c'était le milieu qui a, notamment Kessié, qui a fait un très bon match, qui a donné le tempo également de son équipe.
Et c'est surtout la défense. La défense, on l'avait vu que c'était une grande lacune. C'était la lacune, il y avait énormément de lacunes défensives sur le match du Maroc ou sur d'autres matchs. Et ils l'ont encore prouvé que sur les côtés, que ce soit Koulibaly ou Bakayoko, ils y vont avec du courage. Mais après, je pense qu'il y a également un manque d'expérience sur certaines phases de jeu. Par exemple, sur le but où Bakayoko il doit le jouer d'une autre manière pour ne pas tomber et surtout rester debout. Exactement. Il va au duel avec Bounedjah, Voilà. il veut y aller au physique comme il le fait très souvent, et il se fait piéger. Après l'égalisation de la Côte d'Ivoire, par contre, on a vu beaucoup d'occasions ivoiriennes. Le match aurait pu basculer. Est-ce que du coup la Côte d'Ivoire peut avoir des regrets sur ce match? Oui, beaucoup de regrets, je le disais, parce que vu un peu les ratés, je dirais, maladifs de Kodja, en tant qu'un attaquant, hein, on n'en a pas beaucoup des systèmes de jeu qui sont mis en place pour contrer l'adversaire. Ouais. Une fois que vous avez une petite occasion, il faut la concrétiser. Malheureusement, je pense que ces ratios en termes de... C'est un but pour 5 ratés. C'est pas possible à ce stade de la compétition. Voilà, c'est ça de la compétition. Alors, on a une question sur... Si je peux me permettre, Kodja a arrêté beaucoup de buts, mais quand on regarde le dernier carré, que ce soit le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, et le Nigeria, les deux seules équipes qui ont un attaquant et un numéro 9, c'est l'Algérie et le Nigeria. Le Sénégal a le même problème, la Tunisie a également le même problème. Donc, Kodja a manqué d'efficacité, ça c'est pas seulement sur ce match-là, même sur d'autres matchs où c'était vraiment... Efficacité parce que moi je dis, hein, quand tu joues le Solis en attaque, par moment il faut savoir conserver le ballon. Moi je pense que tous les duels il les ratait et la conservation était très difficile aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça aussi. Quand tu la joues, quand tu l'as remis... Après ça, pour moi je le vois comme un joueur de tennis. C'est compliqué pour lui aujourd'hui. On a vu déjà beaucoup d'énervement. Il aurait pu se prendre un rouge, c'est en clair. Bensebaini aussi, il est habitué à... Il allait chercher. On a senti crispé et c'était un match compliqué pour lui. Il est sorti de son match à un moment donné quand même. Totalement. Il réagit à la faute de Belhamri et au final à Bensebaini qui vient le bousculer. Il ne doit pas le faire. Il doit surtout laisser Bensebaini le faire parce que Bensebaini, il est coutumier du fait et on sait très bien qu'il aurait pu sortir du match de cette manière. Donc du fait qu'il avait le carton jaune Zaha, il ne pouvait plus, il n'avait plus droit à l'erreur également. Et jouer même sur la manière de jouer par rapport sur le duel avec Bensebaini, il était pipé parce que les deux ils avaient un jaune. Les deux jouaient avec la peur de prendre le rouge. Avec la tentation. Et on avait déjà vu une équipe algérienne, la JS Kabylie, juste provoquer ce qu'il faut Kader Keita pour le faire sortir. Juste avant le coup de coude, c'est en 2001, oui. Pile ce qu'il fallait pour pas que ce soit vu par l'arbitre. Et une fois que Kader Keita s'est fait piéger, c'était fini. Alors, on a une question sur le live de Mosekala Patrick Roméo-Dier qui nous demande: la Côte d'Ivoire est-elle tombée les armes à la main? Oui, ça je le dirais. Et pour nous, ce n'est nullement un échec. C'est une défaite qui nous rapproche d'un succès à venir, certainement en passant par le Cameroun et pourquoi pas la CAN chez nous en 2023. Ouais. Ah. Clairement, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe en reconstruction un petit peu, en tout cas en transition. Justement. Oui, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs quand Camara avait été intronisé, à savoir qu'il y avait une transition à faire. Il y a des joueurs qui sont relativement jeunes sur la scène internationale. Je fais référence par exemple à ça, c'est son deuxième tournoi. C'est peut-être son premier tournoi où il a davantage de galons en tant que titulaire. Ouais. On a vu Bamin aussi qui a montré des choses intéressantes. On a vu Sangari qui est lancé sur la compétition dans un quart de finale. Moi je pense que compte tenu des attentes que peut avoir un quart de finale, compte tenu de sa relative inexpérience, moi je pense qu'il a assuré de ce côté-là. Alors on va parler maintenant du vainqueur quand même un peu plus, l'Algérie qui se hisse en demi-finale de la compétition. Il y avait une question qui a été posée à Djamel Belmadi avant ce match, c'était à savoir est-ce que l'Algérie était favorite ou était encore outsider, une question qui l'agace un petit peu. Je vous propose de regarder un petit peu l'échange avec le journaliste en conférence de presse, après on revient en plateau. Bon, ben, l'élément ne marche pas, on va revenir un peu plus tard. J'appelle ça un souci avec cette histoire de favori, d'outsider. Pour moi, c'est des mots. La question est tablée sur le travail psychologique. J'ai très bien compris la question. Très bien compris la question. Je dis, je répète, il y a un problème. Et entre parenthèses, j'ai aucun problème. C'est juste une question. Vous êtes là pour poser des questions et je suis là pour répondre. Voilà. Donc c'est pas, on n'est pas au tribunal. Une question, une réponse. Je réponds comme j'ai envie de répondre. Je répète, vous avez un souci avec votre champ lexical de favori, d'outsider. Je rentre pas là-dedans, moi, là, depuis le début. Mais question, conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. Pour ce qui est de l'aspect psychologique
oui, on travaille là-dessus et on sera prêt, Inch'Allah. Donc on le voit, Fabri Al-Tader ne va pas tout répondre. Pour lui, c'est du champ lexical. On est dans la tradition d'ailleurs, amour, presse, entraîneur côté algérien. Ça ne sera jamais le taisez-vous de Madjer, mais l'idée est là. On est dans un terme plus policé, mais le fond reste le même. Après, c'est vrai que comme tu as dit, ça reste de la sémantique, parce que d'un côté, Belmadi, au soir de la phase de poule, il dit l'objectif c'est d'aller le plus loin. Donc quand on dit le plus loin, il ne se définit pas d'objectif concret, donc on peut penser que c'est la victoire. Et quand on lui dit t'es favori parce que tu arrives avec 4 victoires, ouais, attention, ça reste quand même la Côte d'Ivoire. Donc c'est un jeu où est un. Quand on est dans le dernier carré, on prétend forcément à aller au bout. On ne peut pas se dire on est content d'une compétition réussie. Il n'a pas voulu se mettre de pression, moi je pense. Et puis c'est la joue humble pour pouvoir mettre un soufflet de bonne intensité à ses joueurs et de rentrer dans le match avec vraiment un esprit de conquérant et ramener la victoire. Non, mais après, c'est dur à assumer. On sait très bien le statut de leader en Afrique est super dur à assumer. On a pu voir également Aliou Cissé qui faisait en sorte d'enlever la pression à son groupe en disant on n'est pas les leaders, on est outsiders. Mais après, il peut dire ce qu'il veut. On le sait très bien, c'est l'Algérie aujourd'hui, les leaders, on attend tout le monde les attend. Ceux qui ont pu se montrer au niveau du jeu. 10 buts marqués, 1 but encaissé. Voilà. Ils ont battu le Sénégal que tout le monde mettait en favori. Quand on fait ça, on ne peut pas se cacher. Là, on est en période de boxe, ils m'en sont très bien pour l'instant. Côté Algérie, ils ne peuvent plus se cacher. Toutes les intentions sont déjà dévoilées. Nous sommes derrière dans le dernier carré. C'est juste de retirer la pression à son groupe. Et ça peut se justifier quand on voit la charge émotionnelle qu'il y avait sur le banc. On a l'impression qu'ils se sont vraiment mis une grosse pression. Donc, quelque part, c'était peut-être justement de la sémantique pour essayer d'écarter un peu la pression. On va revenir sur ce fait-là parce que je pense qu'on n'a échappé à personne. On a vu Bounedjah en larmes dès qu'il est sorti. Belmadi au tir au but aussi pareil. Benasser, heureusement qu'il n'est pas allé tirer parce que je pense que son tir au but, soit il allait sortir du stade, soit il n'allait même pas passer le gardien. Est-ce qu'on peut dire que peut-être l'Algérie a montré là une première faille, une première faiblesse ? Après, c'est ce que disait Farouk, tout est une question si ça se cantonne sur le banc et que ça ne se retranscrit pas sur le terrain. Ça va être une chose à gérer dans la perspective de la demi-finale, à savoir qu'il faut faire la part des choses. Peut-être que, vu d'où ils viennent, côté algérien, ils se sont dit ouais, on est quand même passé par de mauvais moments et le fait de revenir en demi-finale de la CAN, ça nous offre beaucoup de soulagement. Maintenant, c'est une autre compétition entre guillemets qui commence, à savoir que là, on est clairement lancé vers la victoire finale, quoi qu'en dise Belmadi. Et est-ce qu'ils vont modérer ses comportements à l'avenir? On leur souhaite en tout cas. Moi, je pense que tout est parti du raté de Bounedjah, donc il s'est mis des pressions inutiles. Durant le reste du match, il est resté sur le banc en train de pleurnicher, de prier, parce qu'il n'a pas voulu porter toute la charge d'une éventuelle défaite. Voilà. Et c'est le lot d'un tournoi, à savoir qu'on passe par des contextes extrêmement difficiles. La compétition, elle n'est pas linéaire dans le sens tout va bien, enfin non, tout ne va pas bien de bout en bout. Il y a des moments où tu vas passer par des moments durs, ça reste de la compétition de haut niveau, parce qu'il y a des équipes qui ont autant de qualité que toi, et il faut savoir gérer ces moments pour passer au-dessus et être champion. Et puis un autre élément à prendre en compte, pour Ferrouli, Slimani, qui sont habitués à ce genre de joute et qui ont beaucoup d'expérience, on a beaucoup de joueurs qui jouent leur première compétition internationale, qui ont eu des trajectoires un peu improbables comme Belmadi, comme Bounedjah qui était en 6e division il y a 7 ans, Belaïli qui était suspendu pour dopage et qui revient de nulle part. Des fois, c'est aussi difficile de gérer une première compétition et surtout quand tu vas aussi loin. Après, moi, je pense qu'ils ont surtout laissé des plumes, que ce soit aussi bien physiquement sur ce match-là qu'également mentalement. Parce que c'est un match quand même, au niveau des émotions, pour les Algériens, je pense que ça devait être dur. Pour le pénalty raté, tu te fais égaliser juste après, et ensuite tu vas à la séance de tir au but et tu vois Belaïli qui rate le pénalty. Là, je pense. Moi je les voyais dehors également. Ils avaient tout. Et après, bon, heureusement, Seredi existe. Heureusement que Seredi a existé. Mais après, sur ce match-là, même d'un point de vue physique, ils perdent Attal. Ils vont jouer avec Zéphane qui a failli. Belmadi l'a dit, c'est fin de compétition. Pour moi, la clavicule, c'est impossible. Tu vas jouer avec Zéphane, c'est pas le même joueur qu'Attal, et surtout l'importance qu'Attal avait offensivement, donc c'était très important. Et par contre, moi, la personne que je voudrais vraiment lui tirer un chapeau et qu'on parle pas souvent de lui, c'est Guedioura. Guedioura, ses matchs, peu importe les matchs qu'il fait, il est toujours au top, et je trouve que le brassard. Ça tombe bien que tu dis ça parce qu'on avait reçu récemment Nasser Sanjak, l'ancien section dans l'Algérie, qui disait pour gagner une CAN, Desmarez c'est bien, mais il te faut des joueurs comme Guedioura,
parce que c'est eux qui font tout l'abattage, tout ce travail de l'ombre au milieu de terrain qu'on ne voit pas et le côté bagarreur en fait. Exactement. Ce soir, le match prend tout son sens. Enfin, la déclaration prend tout son sens parce qu'on a vu Benasser, bon, on ne lui en voudra pas, savoir que face aux défis proposés par les caissiers, les Sangaré, ça a été compliqué. Il n'a pas pu s'exprimer comme d'habitude. Et c'est là que la figure de Guedioura est ressortie parce qu'on est dans un match où il faut être davantage besogneux, il faut être dans un travail invisible. Ouais. Et Guedioura, il l'a fait. Et j'en veux aussi pour preuve l'intervention extraordinaire dans la surface. C'est-à-dire qu'il enlève un ballon de but face à la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que sur ce match-là, il n'est pas loin d'être homme du match, clairement. En plus, surtout qu'on a vu que Mahrez est sorti. Juste avant le tir au but, Feghouli est sorti aussi. C'est un signe fort aussi envoyé par Belmadi. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de star, il n'y a pas de personne qui est au-dessus du lot. Effectivement, ouais. En fait, Mahrez, je pense qu'il sanctionne un petit peu le match. Je ne sais pas si mes collègues vont être d'accord, mais qui rate globalement, parce qu'il y a beaucoup de situations où il doit la donner ou le tirer. Surtout, il oublie ses coéquipiers trop souvent. On a l'impression qu'il était au five, comment il jouait. Il était tout seul, il voulait briller tout seul, alors qu'il avait des occasions, il pouvait balancer sur l'autre côté à chaque reprise et il ne le faisait pas. Et je pense, comme tu dis, c'est une sanction. Moi, je pense que pour le coup, il a été impacté par ce facteur émotionnel. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais bien chez Mahrez et surtout chez Belmadi, c'est qu'ils avaient fait un travail collectif de manière à ce que Mahrez ne soit pas l'homme providentiel sur match. C'est-à-dire qu'il soit dans l'optique d'être le héros à chaque match. Mais là, on était clairement dans ce truc-là, savoir qu'à partir du moment où l'Algérie mène 1-0, clairement, il a voulu mettre le deuxième but pour assurer la victoire. Et il a déjoué complètement. Par contre, très bonne entrée en jeu de Ounas. La prestation de Mahrez était due aussi à l'attention de la défense et les consignes qui ont été données. Parce que là, on sait qu'on rentre dans le match face à l'Algérie et vous avez Mahrez, à tout moment, il peut faire la différence. Donc il faut se la jouer costaud. Ce qui a fait que, bon, on n'a pas ressenti aujourd'hui. Par contre, très bonne entrée en jeu d'Adam Ounas. Qui a encore marqué des points. Beaucoup d'impact, qui a été très important dans la prolongation. Après, moi, ce que je trouve dommage, après je demanderai aussi leur avis, je trouve que c'est dommage que la Côte d'Ivoire soit descendue aussi bas, mais Ounas a pu en profiter pour maintenir le ballon haut. Il met son tir au but de très belle manière, donc il a marqué des points dans l'optique d'une demi-finale. Oui, plutôt d'accord avec Farouk sur Ounas, qui a fait une très bonne entrée comme toujours, hein, sur tous les matchs qu'il a fait. En plus, je crois qu'il a mis 3 buts, depuis qu'il joue. À chaque fois, il a été remplaçant. La trajectoire de sa canne a changé avec la Tanzanie. Clairement, c'est le 12e homme pour moi. C'est vraiment la personne qui apporte à l'Algérie quand il rentre. Et comme tu peux le dire, la défense ivoirienne est descendue très très bas. Par exemple, la faute qu'on fait sur Ounas, je crois, c'est comment j'oublie. C'est pas Bakayoko. Non, c'est pas Bakayoko, non, c'est celui qui est rentré. Komara qui fait la faute à la dernière minute sur Ounas, mais Ounas, à chaque fois, dès qu'il avait le ballon, c'était un danger. Et c'est très mal défendu. Il y avait une phase de jeu où il y a Bamin et Koulibaly sur lui. Tu as l'impression Bamin et Koulibaly qui se percutent et Ounas qui continue. À chaque reprise, dès qu'il avait le ballon, si j'étais ivoirien, j'aurais eu peur et j'aurais commencé à prier. Non, mais justement, c'était un coaching game pour Belmadi, parce que la Côte d'Ivoire a commencé à monter en intensité de jeu et on a voulu la jouer un peu jeu offensif, mais avec l'entrée de Ounas, la défense, elle a pu maintenir la défense jusqu'à la fin. Voilà. Oui, justement. Quand on fait des généralités, à savoir que pour une compétition telle que la CAN, il faut être blindé mentalement, il faut avoir de l'expérience. Là, on a un rookie qui arrive et qui se dit, moi, j'ai pas froid aux yeux, c'est ça, et je rentre sans complexe et je vais faire mon match. Alors, messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie, juste après cette courte page de pub. La nuit du football africain 6e édition. Cérémonie d'hommage aux légendes du football africain et mondial pose ses valises au Togo. Une nuit et une journée articulées autour d'un panel avec pour thème sport vecteur de développement en Afrique et d'un match de gala de charité opposant les légendes du football africain aux légendes du football togolais à partir de 15h au stade de Kégué. En point d'orgue, la cérémonie de récompense à partir de 20h sous le chapiteau de l'hôtel du 2 février. Save the date, samedi 27 juillet 2019. Vous savez que là-dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs.
comme toujours. On est une bonne équipe, on est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le codystrophie et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN, sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit que tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné d'Elton Mokolo, notre invité Abdoulaye Diabaté, Farouk Abdou et Ali Ndiaye. Mission est en train de parler de l'Algérie et maintenant on va un petit peu se projeter sur les demi-finales parce qu'il y a un choc, nouveau choc pour l'Algérie, ça fait beaucoup de choc quand même face au Nigeria. Et d'ailleurs on a cette question sur le live Facebook, l'occasion de vous rappeler qu'on est en live sur Facebook, donc vous pouvez nous poser vos questions, on y répond en plateau aussi sur le site www.stadafrique.com. Cette question d'Olivier Capo-Golvin qui nous dit déjà, bon match de l'Algérie, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et ensuite, l'Algérie peut-elle battre le Nigeria avec ce niveau de jeu s'ils sont menés au score? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a jamais vu la configuration où l'Algérie serait menée au score. Est-ce que ce serait possible qu'on voit l'Algérie déjà physiquement et mentalement quand on voit un petit peu la panique qu'il y a eu avant cette séance de tir au but? On peut le voir, après on est toujours dans l'expectative, parce que même pour la Côte d'Ivoire, on pensait qu'ils allaient, moi vu la physionomie du match, je pensais qu'ils allaient mener avant. Après, c'est sûr, Igalo n'est pas Kodja. Ouais. Donc le match change totalement. Si Igalo met un but, la réaction de l'Algérie sera très importante, parce qu'on peut voir de la nervosité sur certains joueurs, notamment Ben Sebaini qui est assez nerveux. Donc il y aura une réaction qui sera très importante pour l'Algérie à regarder pour nous, les observateurs. Mais ça sera un match très compliqué pour eux. Déjà, ils ont fait une prolongation à 18h, sous 38 degrés. Avec un match de récup demain. Donc déjà, la CAF, ils auraient pu organiser leur calendrier d'une autre manière. Ouais, ça, par contre, j'ai pas compris, moi. Le Sénégal aura un jour de récup de plus et également le Nigeria. Donc ça sera non négligeable, surtout pour le Nigeria qui aura un match de plus, qui aura un match de récup et surtout, là, ça a dû peser. Ce match-là contre la Côte d'Ivoire, ils ont laissé des plumes, des blessés et mentalement également. Je pense que, honnêtement, c'est la meilleure réflexion. Ouais. Et je dirais plutôt que ça dépendra de la capacité de récupération des Algériens pour pouvoir vraiment faire un match, je dis, de victoire face au Nigeria. Ce serait extrêmement difficile pour eux. C'est ça la compétition, on n'est plus dans la tactique, là, dans les entraînements, c'est récup à fond. Exactement. On est totalement dans ce cas. En plus, les échéances sont très rapprochées. D'ailleurs, ce qui est un peu surprenant, quand tu vois la plage qui est disponible, à savoir que tu aurais très bien pu disputer la finale, et auquel cas tu as davantage de plages de récupération pour les demi-finales, il n'en est rien. Et donc forcément, ça va impacter ta préparation. Là, on est jeudi soir.
Vendredi, ça va être a priori jour off pour l'Algérie. Samedi, on est déjà dans l'avant-match. On est déjà dans l'avant-match, donc il faut saisir les enjeux. À savoir que tu as tout au plus une mise en place tactique avant d'attaquer une demi-finale de CAN. Pour moi, c'est lunaire, mais ça... Du coup, clairement, est-ce qu'on peut dire que les 2 derniers demi-finalistes, ils sont désavantagés? Clairement. Vu le décalage du calendrier. Personnellement, je pense que l'Algérie n'aura pas de problème sur le plan physique parce qu'ils vont récupérer le contre-coup de leur préparation au Qatar qui était dans les mêmes conditions de fournaise qu'ils ont actuellement en Égypte. Ouais. Mais il va y avoir la gestion mentale avec les failles qu'on a pu entrevoir au moment des tirs au but et surtout la gestion tactique du dernier quart d'heure parce que le Nigeria est allé chercher quasiment tous ses résultats dans le dernier quart d'heure ou dans les 5 dernières minutes au moment où ils sont tueurs et ils punissent la moindre faute de concentration. Du sang, là, ils sont là. La moindre faute a été punie, a été sanctionnée. Parce que déjà, la récupération est très importante, il faut le dire. Ouais. Et en 92, on se rappelle avec la Côte d'Ivoire, on a joué les quarts de finale à 120 minutes, les demi-finales à 120 minutes et la finale en 120 minutes. Donc à ce stade de la compétition, il faut que l'Algérie et l'autre équipe, disons, le Nigeria puisse se récupérer rapidement. Et puis bon, c'est la journée en demi-finale, sinon ça ne serait pas du tout facile pour eux. Du coup, à quel avantage sur ce match? L'avantage, moi je dirais l'avantage au Nigeria. Après, le Nigeria devra mettre des intentions, les mêmes intentions que la Côte d'Ivoire a pu mettre sur le match, notamment sur l'impact physique qui était très important. On a pu voir des personnes comme Benasser par exemple, qui n'ont pas su répondre à cet impact physique. Je peux comparer également le choc qu'ils ont pu avoir l'Algérie également contre le Sénégal, dans lequel ils ont marché sur les Sénégalais. Là, ce sera au Nigeria de le montrer que physiquement, c'est eux les rois. Ouais. Et après, peut-être, c'est un match qui sera équilibré. Vu les qualités algériennes qu'ils peuvent avoir, ce sera un match équilibré. On est d'accord sur le plateau? Allez. On passe à la seconde affiche de la soirée. C'était Madagascar-Tunisie. Victoire de Madagascar, 3 buts de la Tunisie. Farouk a hyper, mais comment ça? Je ne suis pas d'accord. Victoire de la Tunisie. Rassurez-vous les amis tunisiens, vous êtes qualifiés en demi-finale, il n'y a pas de souci là-dessus. Victoire de la Tunisie, 3 buts à 0. Farouk, victoire, déjà on peut dire logique et surtout peut-être la meilleure performance tunisienne depuis le début de la CAN. C'est la prestation la plus aboutie depuis le début. Il y avait eu les 3 matchs de poule très poussifs, un combat très compliqué contre le Ghana. Ouais. Là, on a vu une première mi-temps très enthousiaste avec une belle capacité technique à exploiter les espaces. Madagascar ne ferme pas le jeu et ont un style très plaisant, mais ça a profité à la Tunisie pour avancer, pour être plus haut, se procurer des occasions. Ça n'a pas marché en première mi-temps, mais il fallait juste être patient, attendre la faille, et ça s'est confirmé en deuxième mi-temps avec ces 3 buts et qui permettent à la Tunisie, donc tout format confondu, d'atteindre les demi-finales pour la 7e fois. Qu'est-ce qui vous a plu, messieurs, dans cette équipe, dans ce jeu de la Tunisie? L'aspect patience, on a évoqué ça avec Farouk pendant le match, c'était quelque chose de très intéressant, à savoir que Madagascar, on sait que le pressing, ils vont aller chercher haut, c'est-à-dire que parfois, tu as 6 joueurs malgaches dans le camp adverse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la préparation, le pressing est fait pour attraper le ballon dans les 40 derniers mètres adverses et tout de suite exploser en transition. Là, on a vu que la Tunisie avait une approche où il fallait attaquer les espaces et avoir beaucoup de mobilité sans ballon. C'est ce qui avait posé notamment problème à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui demandaient exclusivement le ballon dans les pieds. Et quand tu demandes le ballon dans les pieds, c'est plus facile pour l'adversaire de lire tes mouvements. Là, on a les Tunisiens qui étaient très illisibles dans les mouvements sans ballon, et donc forcément, Madagascar, à chaque fois, ils se faisaient contourner par le pressing, et au bout d'un moment, ils ont arrêté. Ils se sont dit, on va se replier, parce que clairement, si on fait ça sur 90 minutes, on est mort, à savoir qu'il y aura un caserie pour exploiter l'espace, etc., etc. Donc, la première mi-temps était intéressante, et la deuxième mi-temps s'explique par la première mi-temps, à savoir qu'on a été dans une continuité. À partir du moment où ton adversaire est fatigué et que tu as davantage d'espace à l'image du premier but, là, on est typiquement dans ça. Alors justement, on va d'ailleurs voir la composition de la Tunisie pour débuter ce match avec un trio offensif Kazrim, Sakni, Khenissi. Du coup, on a souvent évoqué les 3 solistes avec Zliti. Là, c'est Zliti qui a été sacrifié. On a beaucoup parlé d'Alain Giresse depuis le début de la CAN. Est-ce qu'on peut dire que là, vraiment, c'est du coaching gagnant? En fait, il fallait vraiment finir par trouver le bon réglage, assumer le fait que mettre les 3 en même temps, ça ne fonctionne pas, et essayer de trouver justement le milieu de terrain avec chacun à sa place, l'équilibre entre les récupérateurs et ceux qui vont se projeter, et surtout trouver plus de synergie et mettre un vrai neuf, contrairement à Kazri, faux neuf, ça ne faut plus jamais le voir, et avec Khenissi qui se bat, qui facilite les choses à tout le monde en se battant, en faisant des décalages, et là, finalement, d'en mettre 2, Kazri qui a gagné du fait d'avoir eu de l'impact contre le Ghana comme remplaçant,
Là, c'est la configuration, je pense, qui se rapprochera le plus de ce qu'on aura en demi-finale. De toute façon, là, ça va être dur de bouger cette équipe-là. De ce 11 de départ-là, normalement, quand on fait ce genre de prestations... Oui, la logique, on continue avec cette équipe-là. Ils ont gagné 3-0. Et surtout, il faut oublier que certains ont pu se mettre en confiance. Par exemple, Sliti qui était en manque de confiance, qui a pu mettre son but. Son but, il est important. Tu vois, ça peut le libérer. Sakni qui a fait un très bon match. Et Kazri qui marque son but. Et par contre, Fergie Sassi, comme à son habitude, Et là, c'est tout un autre match, parce que là, ce ne sera plus le coaching de Giresse. Giresse est déjà passé par le Sénégal. Je pense que les Sénégalais savent qui est Giresse et déjà sur le jeu. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils en gardent un bon souvenir. Justement. Je ne suis pas sûr qu'ils en gardent un bon souvenir. Non, même si ce n'est pas un bon souvenir, mais je pense que pour eux, ce sera encore une double revanche. L'espérance de 2004 et puis bon, Giresse qui passe et que ça ne passe pas que les Sénégalais. Après, je pense que les Sénégalais, tout court, il ne faut pas prendre ce match-là comme une revanche. Si on le prend comme une revanche, surtout le Sénégal... Par rapport à Giresse ? Par rapport à Giresse ou même par rapport à Tunisie, par rapport à ce qui s'est passé en 2004. Bon, en 2004, je vous rappelle, j'ai pleuré. La Tunisie m'a fait pleurer, je ne vais pas vous mentir. C'est un émotif. Mais voilà, j'étais comme vous voulez dire. Mais... Faut pas du tout que le Sénégal se mette dans la tête qu'on va chercher une revanche. C'est pas du tout la même histoire. C'est pas du tout la même configuration. Ils ont gagné en 2017. Le Sénégal a gagné en 2017, oui. C'est ça. Oui, 2-0, je crois, c'est ça. Paradoxalement, la Tunisie a fait un très bon match. Et s'était fait punir en contre avec Sadio Mané qui avait très bien exploité. Mais là, comme le dit Alioune, l'erreur, d'une part, c'est pas de reproduire ce qu'il y avait eu en 2004 avec l'équipe qui avait un peu pété les plombs suite au jeu dur des Tunisiens. Et ils ont un peu les mouvements improbables. En gros, sur le pire 15 ans après. Tu vois, dans sa manière de parler, il essaie de tisser quelque chose pour trouver les bons mots. Tu évoques ce qui s'est passé. Les mouvements des ramasseurs de balles. On va un peu parler de cette équipe de Madagascar aussi parce qu'il y avait un adversaire en face. Bon, Madagascar prend 3-0. Est-ce qu'on peut dire que la marche était trop haute ou qu'il y avait quelque chose à faire quand même sur ce match? Après, moi, c'est ce que je dis. La Tunisie, en phase de poule, ça reste la Tunisie, à savoir qu'ils ont des difficultés, notamment sur attaque placée, pour convertir les occasions. Mais par contre, en phase éliminatoire, c'est ce que je disais à Farouk, pour rien au monde, je veux tomber sur la Tunisie. À savoir que c'est une équipe de tournoi, avec tout ce que ça implique. Ils sont capables de maîtriser les temps faibles et surtout d'optimiser les temps forts. Là, tu arrives face à une équipe qui est inexpérimentée à ce stade de la compétition, qui ne peut pas compter sur les erreurs ponctuelles de la RDC au tour précédent. Il tombe sur une équipe qui est capable de prendre patience et de marquer sur les bons moments. Ouais. Généralement, sur ce match, la chose qui m'a le plus, fait plaisir, c'est surtout la patience de la Tunisie. Et ils ont senti déjà que une équipe mature et Madagascar qui fait un excellent tournoi au niveau des matchs de poule, qui arrive à défaire la RDC. Bon, on se dit, on finit avec le Ghana, on se joue à la patience et on porte les stockages. Je pense que c'est ce que Kazri et ses amis ont pu faire ce soir. Non, très bonne analyse par rapport à ce qu'ils disent. Hein. Ouais. Pour moi, la Tunisie, c'est comme un boxeur. C'est comme un boxeur. À chaque round, il prend des coups, il est patient, il attend. Et le deuxième round, Danizaghi qui vient, qui met un but. Pour moi, c'est l'Italie d'Afrique. Surtout que le problème sur les matchs d'avant, il y avait le problème de ne pas assumer d'être favori et souvent tâtonner. Là, ils ont tiré la leçon des difficultés contre la Mauritanie et l'Angola pour se dire, là, il faut vraiment qu'on fasse le boulot sérieusement. Et ça s'est concrétisé. Mais le tournoi de Madagascar est vraiment très positif, enthousiasmant. Leur style, il est très beau à voir et j'espère qu'ils ne vont pas renier leur style pour les prochaines échéances et qu'ils continuent à jouer comme ça. Alors du coup, le Madagascar, quand ils sont arrivés là en quart de finale, c'est une équipe qui était... Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient cuits physiquement et peut-être mentalement aussi? Je pense qu'il y a la dimension historique du résultat face à la RDC qui a impacté les têtes. C'est sûr qu'au bout d'un moment, tu passes ce premier tour, c'est très bien. Et quand tu passes un tour éliminatoire, la perspective change. Et là, ils vont rentrer, ils vont être des héros nationaux. Et donc forcément, ils arrivent face à la Tunisie qui est bien plus préparée à ce stade de la compétition. Forcément, ça a impacté pour moi. Pas de regret. Ils ont joué dans l'insouciance et je pense que c'était venir implémenter une stratégie pour voir si ça pouvait marcher encore avec la Tunisie. Mais sauf que la Tunisie a invaincu et je pense que cette patience a dû payer. Il y avait 3 novices dans cette CAN. Donc Madagascar, le Burundi et la Mauritanie. Le Burundi, c'est 3 défaites. La Mauritanie, c'est 2 matchs nuls et une défaite. Et on voit le parcours de Madagascar. Qu'est-ce qui, bon, mis à part les groupes qui sont différents, notamment quand on voit le groupe de la Mauritanie qui est peut-être
plus relevé, quoique Madagascar était aussi avec le Nigeria et la Guinée. Qu'est-ce qui fait que Madagascar a pu aller aussi loin? Ils s'étaient déjà préparés. Parce qu'on peut voir par rapport aux éliminatoires, ce qu'ils avaient pu faire contre le Sénégal, c'était très... Ils avaient réussi à tenir tête au Sénégal et surtout à domicile et même à l'extérieur. Même à l'extérieur, c'était un match où ils ont pas renié à chaque fois, sur tous leurs matchs, ils n'ont pas renié leurs habitudes de vouloir jouer, de proposer du jeu. Et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils auraient pu venir contre la Tunisie et ne pas jouer. Oui. Et je pense que ne pas renier sa manière de jouer, ça aurait été encore pire pour eux, ils auraient pu prendre encore plus une plus grande cascade. Non, on sent que ce n'est pas leur style. Ils avaient fait une préparation contre le Luxembourg 3 partout où ça partait de partout, quoi. Ouais. Et là, ce n'est pas des limites mentales ou physiques qu'ils ont eues, c'est des limites tactiques. Ils ont essayé d'imprimer le même pressing que d'habitude. Et quand ils ont vu que c'était un petit peu trop facilement contourné, ils ont dit bon, là on n'y arrive pas, on va reculer. Mais c'est quand même un bilan très positif. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu l'ADN aussi de formation au niveau de Madagascar, ouais, avec le passage de Jean-Marc Guillou, qui, toujours dans la formation, c'est la même vision, porter le ballon, être enthousiasme, ce qu'ils ont développé. Et ce n'était pas démérité en tout cas. Madagascar, première participation à la CAN, quart de finale. Je pense que le retour des Barea va être festif. On essaiera d'avoir des images parce que ça vaudra le détour. Messieurs, un mot à dire encore sur la Tunisie, Farouk, ou on se projette déjà en demi? C'est l'image positive qu'on doit retenir. Finalement, des réglages sur des postes qui posaient problème ont commencé à être réglés. Des satisfactions depuis le début, comme Skiri ou l'axe central, dont on avait discuté avec Elton, ont continué d'être satisfaisants. Le problème avec le gardien a été gommé puisque l'incident est clos avec Moaz Hassen. Maintenant, s'il y a une demi-finale à jouer, il faut la jouer avec le maximum des possibilités. Il y a surtout cette forme de continuité. Alors oui, on a changé de sélectionneur, mais il ne faut pas oublier que tu as un statut de mondialiste à faire valoir. Et force est de constater, tu as le Sénégal et la Tunisie qui sont à leur place, entre guillemets. À savoir qu'il fallait positiver ce qui avait été entrevu, notamment lors du Mondial 2018 avec cette qualification. Ils l'ont fait via cette demi-finale dans le dernier carré. On peut dire que l'objectif est atteint. Ouais. Alors, on va se projeter dans les demi-finales. C'est la première demi depuis 2004. C'est la première demi depuis 2004. Forcément, ça n'était pas gagné quand on voit la manière des phases de poule, mais le fait d'avoir pu survivre à ça a enclenché quelque chose de nouveau. Ça les a renforcés. Alors, les deux affiches, elles auront lieu toutes les deux ce dimanche. Nigeria, Algérie, Sénégal, Tunisie. On va d'abord regarder un petit peu Nigeria-Algérie. On a déjà dit pas mal de choses. Avantage pour qui sur ce match? Nigérien. L'avantage serait l'avantage de terrain. Ceux qui se montreront encore plus combatifs, tant mentalement que physiquement. Et je pense que ce serait un match vraiment qui serait disputé après-moi. L'Algérie, on ne les attendait pas forcément d'ailleurs dans l'aspect combat. Qu'on a vu face au Sénégal, ils ont surpris beaucoup de monde. Justement. Oui, et surtout pour un profil de milieu de terrain qu'on attendait un peu plus différent. Et puis c'est quand même très joueur, malgré le fait que Bounedjah soit une espèce de tank qu'on ne peut pas arrêter. On ne s'attendait pas à ce que l'ensemble soit aussi solide. Là, comme disait Elton, il va y avoir du répondant et il va falloir qu'ils tiennent une fois de plus. Ouais, parce que l'Algérie, c'est une équipe qui est bien définie. À savoir qu'à la différence de la Côte d'Ivoire qui a tâtonné notamment sur son milieu de terrain, qui a une défense qui est un peu plus faible et l'attaque qui a été encore reconstruite sur ce match-là, Nigeria, on sait qu'il y a une colonne vertébrale qui est bien définie et forcément, tu gagnes beaucoup de temps dans la compétition. Et donc, vu qu'ils ont leurs repères, ils sont capables de bien voyager à l'image de leur demi-finale. Nigeria, Algérie, Nigeria, ils étaient à la Coupe du Monde. On voit que l'Algérie. J'ai oublié Nigeria d'ailleurs. J'ai pensé, ouais, j'y ai pensé. J'y ai pensé. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Il y aura notamment des duels qui seront sans doute attendus. On sait que là, Atal, sa compétition est terminée. Il y aura peut-être des duels Moussa d'un côté contre Zéphane. Peut-être Chukwueze face à Ben Sebaini. Mahrez face à qui Mahrez? Il sera à Aina. Est-ce que c'est pas là que ça va se jouer dans ces duels-là, ce genre de 1 contre 1? Sur les 1 contre 1, oui, c'est toujours important, surtout quand tu as Chukwueze et également Moussa qui vont à 1000 à l'heure. Ça va être très difficile pour eux et surtout ça va bloquer, ça va changer le style de jeu de l'Algérie qui ne pourra pas attaquer autant qu'ils le souhaitent. Ouais. On a pu le voir contre le Sénégal, ils n'ont pas beaucoup attaqué. Ils ont surtout cherché à éviter la relance de Koulibaly, que ce soit Kouyaté qui relance à chaque fois. Et au final, le Sénégal a balancé pendant tout le match. Ce sera ça la clé du match. Le Nigeria ne devra pas balancer, ne devra pas renier son jeu, jouer calmement et surtout avec de la patience et surtout mettre de l'impact.
Mais si c'est par exemple, il y aura sans doute aussi un duel pour la possession du ballon parce que le Nigeria aussi aime bien avoir le ballon. On a vu dans cette compétition le Nigeria en difficulté notamment face à Madagascar, au pressing. Est-ce que l'Algérie peut faire le type de match qu'a fait Madagascar? Non, c'est pas le registre. C'est pas le registre. C'est pas le registre. Parce que là, les Algériens ils reviennent avec 120 minutes de jeu dans les pieds, donc ça ne serait pas sûr d'attaquer pour vraiment défaire l'équipe du Nigeria, je ne pense pas. Donc ça va se jouer sur quoi? J'ai peur que l'enjeu prenne le pas sur le jeu, c'est-à-dire qu'on est sur une demi-finale, il y a une place en finale à y chercher. On peut penser qu'on aura des équipes qui vont être un peu plus calculatrices dans l'approche et forcément ça va impacter notamment au niveau du pressing. On ne va pas se mettre à découvert. C'est vrai que ces dernières CAN, on a vu des demi-finales assez fermées. Par contre, souvent, le match pour la troisième place, il est intéressant. Là, c'est ce match qui s'arrête. Troisième place, personne ne veut la jouer. Des 4 partout qui finissent au tir au but, des matchs spectaculaires, ça, on en a eu, Antoine. Et la deuxième affiche, donc Sénégal-Tunisie. Bon, pour Alioune, on a compris, c'est une revanche, mais il ne faut pas que ce soit une revanche. De la revanche, voilà. Oui, ça ne serait pas clairement. C'est du passé. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on revoie une configuration Tunisie-Ghana, où la Tunisie va sûrement attendre le Sénégal et essayer de ressortir. Et il y aura, je pense, la même problématique que le Sénégal a eu face à l'Algérie, c'est ne pas se frustrer si jamais ça rentre dans un autre registre et essayer de construire patiemment. C'est un test, qu'il va falloir. L'encadrement du Sénégal en dit long parce que je vois, moi je viens tout fraîchement de l'Égypte, j'ai vu un peu toutes les personnes qui rôdent, à savoir les anciens de 2004, ils y sont. Et je pense que mentalement, ils vont inculquer la gagne dans la tête de ces jeunes-là. C'est vrai qu'on a vu une équipe sénégalaise qui n'avait pas passé les quarts de finale depuis 2006, ça fait donc 13 ans. Est-ce qu'on peut dire que là, comme il y a peut-être un cap psychologique qui a été passé, maintenant ils vont être libérés parce qu'il y a peut-être une espèce de chape de plomb sur eux en disant vous ne passez pas l'écart, vous ne passez pas l'écart. Et puis on leur parle toujours de la génération de 2002 aussi. Exactement, c'est vrai que quand tu passes les quarts de finale, il y a une autre perspective qui change et qui s'ouvre surtout parce que il y aura toujours le jeu des comparaisons. Dans ce continent, on aime bien faire beaucoup de comparaisons. Pas que, mais surtout dans ce continent. Donc même par exemple, je te dis si Sénégal ils perdent dimanche, il y aura les anciens de 2002 pour dire mais nous on est en finale. Donc tout ça pour dire que pour revenir sur le sujet, c'est vrai que ça change, à savoir que là on est sur un tournoi qui est pour moi réussi parce que quand tu es dans les derniers carrés, il n'y a pas affront si tu perds, c'est-à-dire que tu perds soit contre le finaliste, soit face au vainqueur de la compétition, auquel cas tu atténues en fait ta défaite et donc forcément ça va aider le Sénégal. Alors que là on était sur un quart de finale face au Bénin où clairement, tu avais tout à peur, c'était le match piège. Tu avais le Bénin qui avait l'histoire de son côté, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, nous on va sortir gagnant de cette compétition. Et si on gagne notre premier match, ça va être le premier match gagné de notre histoire. Et en même temps, on va se qualifier en demi-finale, alors que Sénégal, bonjour les critiques à Dakar. Après, je ne suis pas d'accord avec toi parce que le Sénégalais est un éternel insatisfait. Il a pris tout ce qu'il a pu prendre le Sénégal, c'est de la France. Tu vois, par rapport à ça, on a le gros souci, c'est que si le Sénégal ne passe pas contre la Tunisie, ça va tirer de partout, hein. Que ce soit les anciens joueurs, les médias, ça va tirer de partout, et même au niveau des joueurs, hein, par rapport aux personnes qui seront sur le terrain et d'autres qui ne seront pas, parce que je ne sais pas le 11 qui sera aligné par Aliou Cissé, mais par exemple, la question du 9 qu'on se traîne depuis le début de la compétition, Beignan qui est toujours sur le terrain, alors qu'il a 0 but, et même dans l'implication, c'est pas la personne qu'on recherche. Donc si le Sénégal n'arrive pas à battre la Tunisie, déjà ça va causer un grand séisme au Sénégal où on demandera. La manière, moi je ne vais pas te mentir, la manière, ça ne me concerne pas la manière. Moi, je peux mettre un but de la main à la dernière minute, je signe tout de suite et sans problème. Hein. Et je mets même tout mon PEL tout de suite. Hein. Mais le souci, c'est que la manière, on l'a pas eu le Sénégal. Par exemple, là on nous parle encore de la manière par rapport au Bénin, également sur les autres matchs, il faut arrêter. La manière, on ne l'aura pas. C'est pas aujourd'hui qu'on l'aura. On ne l'a pas eu sur les autres matchs, on ne l'aura pas. Je suis désolé, hein, Ethan, qui est un amoureux du football, un amoureux du beau jeu. Là, tu es une personne qui. C'est comme si tu avais Mourinho en face de toi. Moi, je suis pragmatique. J'ai toujours été pragmatique. Moi, mes coachs préférés, c'est Deschamps et Mourinho. Donc, c'est dire. C'est dur. Donc, moi, un but, ça me va. Le Sénégal a réussi à faire ça sur chaque match. Ils ont pris un but. À eux de continuer à être solides en défense et de mettre le but de plus.
Et la charge mentale de la défaite au tir au but contre le Cameroun en 2017, on a l'impression que ça, c'est mis de côté. Il va falloir maintenant qu'il prolonge cette dynamique-là contre une équipe qui, paradoxalement, a commencé sa compétition tard, qui va arriver avec un état d'esprit combatif et avec l'envie vraiment de faire un gros match. Là, vraiment, la confrontation va être très, très intéressante. Et du coup, d'ailleurs, de votre point de vue, vous qui connaissez bien le jeu de la Tunisie, vous avez regardé aussi les matchs du Sénégal, ça va jouer sur quoi ce genre de match? Ça va se jouer sur la capacité à reproduire pour la Tunisie ce qui a été fait aujourd'hui, mais avec moins de munitions. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a de très bons éléments offensifs qui sont peut-être pas nécessairement capables de combiner entre eux, mais qui sont de redoutables attaquants. Il va falloir maximiser les occasions, combiner. Le milieu, et on a parlé de Ferjani Sassi qui est très bon techniquement mais tellement frustrant. La clé va se jouer sur lui s'il arrive vraiment à bosser sur les transitions, faciliter la tâche aux attaquants pour qu'ils aient le maximum de ballons. Ce que Lione disait sur le 9, je pense qu'il va avoir un axe central qui va lui donner du fil à retordre. La résistance dans les couloirs à la vitesse de Mané va être prépondérante et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui vont se jouer là-dessus. Il y a vraiment, dans différents compartiments, il va y avoir des choses très importantes qui vont se jouer. Après, si la Tunisie arrive à mettre le premier but, moi je pense que la Tunisie va au bout. Ouais. Parce que dès lors qu'il mettra le premier but, et ce sera là le plus important pour le Sénégal, c'est de bien entrer dans le match. Parce que si on laisse la Tunisie jouer et mettre le but, ils vont verrouiller et on ne pourra pas le faire. Parce que même, on a pu le voir, on a pris un but sur la compétition, et notamment contre l'Algérie, on a vu la suite. Beaucoup d'énervement, on s'est crispé et beaucoup de frustration. Donc la réaction du Sénégal, c'est la même qu'on attendait de l'Algérie, de se dire que si le Sénégal sera capable, si le scénario n'est pas celui-là qu'ils attendent, c'est-à-dire de mener en premier, quelle sera la réaction du Sénégal? Parce qu'on a pu voir mentalement contre l'Algérie qu'ils ont montré énormément de faiblesse. Mais d'avoir été... Moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'avec cette équipe du Sénégal, si vous remarquez dans le dernier carré, tous les trois autres sont des champions d'Afrique. Hein, et c'est le Sénégal seulement qui doit aller chercher vraiment ce trophée tant entendu. Et ils joueront avec le mental. Ils joueront avec le mental, j'espère. Ils joueront avec le mental. Il va troquer son polo orange contre un polo vert avec la pression, moi aussi. Juste faire un coucou à mes amis sénégalais, voilà. Ils apprécieront. Voilà. Messieurs, merci en tout cas pour votre participation. On rappelle que les deux demi-finales auront lieu ce dimanche. Nous, on sera là forcément pour débriefer sur les deux rencontres. Il y aura un nouveau plateau, de nouveaux invités aussi. J'espère que ce sera tout aussi convivial en tout cas. On se donne rendez-vous donc dimanche, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à tous.